C'est juste les bras alors. Ouais. J'appuie sur quoi? Sur le petit bouton vert? Appuie sur rien, prends ça plutôt. Ah. Pour les slides, Ouais, c'est le vert. c'est le vert. Ok. Je vais te laisser ça, je crois. Bonjour à tous. Tout le monde entend bien? Ouais. Alors, bonjour, je m'appelle Evra Vandenboom. Je représente Nature Évolution, une association que j'ai créée il y a 14 ans maintenant de préservation de la nature dans le but d'œuvrer à la conservation d'habitats naturels exceptionnels avant qu'il soit trop tard. Pour la plupart, vous nous connaissez déjà, donc vous me pardonnerez, je ne vais pas prendre trop de temps à vous raconter notre genèse ou nos actions. Je préfère aller droit au but car le sujet que je vais évoquer, il est assez complexe et il demande un peu de temps. Je préciserai seulement que, d'une part, nous sommes toujours une toute petite association en France, mais que nos 2 antennes locales représentent aujourd'hui quand même près de 90 salariés à Madagascar et en Indonésie. D'autre part, que nous déployons aujourd'hui des initiatives de 2 types. D'une part, des programmes, on va dire, classiques de conservation, avec des programmes de reboisement, de sensibilisation environnementale, de recherche scientifique ou de suivi écologique. Et d'autre part, des projets d'aide sociale et d'aide économique pour les communautés alentours. Donc aujourd'hui, on porte une vingtaine de projets différents sur les 2 sites de Madagascar et de l'île de Sulawesi en Indonésie. Si ça vous intéresse, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, vous pouvez aller voir sur notre site internet juste après. Mais dans ce pitch, je vais vous parler plus précisément de notre tout dernier projet. Pour ce faire, je vous emmène sur l'île de Sulawesi, la 4e plus grande île d'Indonésie, un territoire que nous connaissons bien chez Nature Évolution, puisque ça fait déjà plus de 10 ans qu'on y est actif. Et plus précisément, je vous emmène sur la côte est de cette île de Sulawesi à la découverte d'un territoire qui, d'ici 25 ans, maximum, d'après les infos que nous avons, sera rasé de la surface de la Terre. Pour une simple et bonne raison, il paraît qu'on aime la bagnole, dixit notre président. Pour bien comprendre de quoi je parle et l'ampleur de la catastrophe, il me faut d'abord décrire la région en question. Située au cœur d'une zone biogéographique emblématique appelée Wallacea, peut-être que vous connaissez déjà, dans laquelle la biodiversité est déjà exceptionnelle, l'île de Sulawesi a subi des événements géologiques uniques qui ont mené à une diversification plus incroyable encore de sa flore et de sa faune et à des taux d'endémisme renversants. 98% des mammifères, 35% des oiseaux, 80% des amphibiens, par exemple, n'existent que sur cette île. Quant au milieu marin, on parle ici du cœur même du triangle de corail, soit la zone qui concentre la plus grande biodiversité marine au monde, 30% des récifs coralliens mondiaux, plus de 35% des espèces de poissons récifaux, ou encore la plus grande diversité de bénitiers au monde. Maintenant que les présentations sont faites, laissez-moi vous décrire brièvement l'horreur qui s'y joue sous l'effet de l'expansion fulgurante de l'extraction minière du nickel, elle-même intrinsèquement liée à notre ruée vers le tout électrique et notamment vers les voitures électriques. Pour rappel, le 25 septembre dernier, après avoir vanté notre addiction aux voitures avec sa fameuse phrase « On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole et moi je l'adore », Emmanuel Macron a présenté l'objectif d'au moins 1 million de voitures électriques produites d'ici 2027 en France et de voir notre pays devenir exportateur de batteries électriques à l'horizon 2027. Notre président appelle cela une écologie de progrès. Pourtant, vous allez voir qu'on est à des années-lumière de l'image d'Épinal que l'on prête aux voitures électriques et que qualifier ces dernières technologies de décarbonées relève d'une gigantesque tromperie. Pourquoi ? Premièrement, parce que le nickel se trouvant dans les zones supérieures du sol, s'il n'est pas nécessaire de creuser profondément pour en trouver, il faut en revanche continuellement mettre à nu de nouvelles surfaces pour le dénicher. Et si l'on considère la superficie des concessions minières actuelles, ce sont près de 250 000 hectares qui vont disparaître dans les prochaines années. Je vous laisse découvrir les ravages que cela cause avec les quelques images satellites de cette même mine de Mandiodo que vous avez vue sur la photo précédente. C'est parti. L'exploitation du nickel laisse par ailleurs un sol acide et saturé en métaux lourds, c'est-à-dire totalement stérile et toxique, empêchant toute revégétalisation ultérieure, et ce durant des siècles, à moins de mettre en œuvre quelques actions indispensables comme celle de conserver la couche supérieure du sol, fertile, mais ce n'est jamais fait. Troisièmement, alors que la loi leur impose de mettre en place des mesures pour lutter contre l'érosion, on ne voit sur le terrain ni terrassement, ni bassin de décantation, ni barrage filtrant. Résultat, situés sous l'équateur, les sites miniers de Sulawesi, complètement dénudés de leurs couverts forestiers, subissent chaque année un ravinement intense lors des saisons des pluies, générant des millions de tonnes de boue chargées en métaux lourds qui se déversent, empoisonnent et anéantissent littéralement toute forme de vie marine à des dizaines de kilomètres à la ronde et pour très longtemps. Quatrièmement, après avoir extrait le minerai
extrait le minerai, pardon. Il doit être acheminé sur des barges, celles que vous voyez sur cette image. On parle ici de plusieurs milliers de barges par an, jusqu'à de gigantesques fonderies où il doit être mis sous des conditions de température et de pression extrêmes, près de 1600 degrés, pour obtenir la véritable matière première utilisée par les industriels. Et les fonderies dont on parle, elles fonctionnent malheureusement au charbon. Et elles sont ultra énergivores, jusqu'à 3000 mégawatts l'une. Sachant que ces fonderies fonctionnent en immense majorité au charbon, qu'une seule fonderie peut consommer jusqu'à 9 millions de tonnes par an de charbon, et que le charbon est le combustible fossile produisant le plus de dioxyde de carbone, le secteur du nickel est ainsi responsable d'invraisemblables émissions qui sont en grande partie à l'origine des chiffres calamiteux de l'Indonésie. C'est en effet le 6e plus gros émetteur de CO2 au monde, et le seul pays à avoir augmenté de 20% ses émissions dues aux énergies fossiles ces 15 dernières années. Et pour améliorer le tableau, ce charbon est lui-même extrait d'autres mines de surface, générant donc une deuxième déforestation massive, importée cette fois de Bornéo. Or, pour rappel, on sait parfaitement que la déforestation est un des principaux facteurs de réchauffement climatique. Pardon de plomber l'ambiance. Enfin, l'exploitation du nickel a également de graves répercussions sur la vie humaine, tant au niveau économique que sanitaire et alimentaire. Alors, j'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, si je vois l'heure tourner. Voilà donc la face cachée de notre addiction aux voitures, et le problème est immense, puisque d'un côté, sous couvert de transition écologique, nous avons une rhétorique mensongère de nos dirigeants qui encourage sans retenue l'achat de voitures électriques, générant une demande exponentielle en nickel. De l'autre, nous avons les industries automobiles, les entreprises minières et des autorités locales, qui ne voient dans le nickel qu'une source de richesse colossale. Pour info, c'est 25 000 $ la tonne, pour un total d'exportation tutoyant les 30 milliards de dollars en 2022. Et donc, ça génère des investissements aujourd'hui massifs dans ce domaine. Et entre les deux, on a des écosystèmes extraordinaires qui, très bientôt, seront évoqués au passé. Alors, face à de tels enjeux, c'est vrai qu'on est minuscule, insignifiant même. Mais chez nous, ce genre de situation a plutôt pour effet d'alimenter notre indignation et notre colère, et donc de recharger nos batteries d'activistes, si vous me permettez le jeu de mots. Et si nous ne sommes pas assez fous pour penser que nous pouvons stopper le phénomène, notre proposition ici consiste à agir sur la manière dont ce nickel est extrait et produit, et sur les mesures qui peuvent et doivent rapidement être prises pour limiter les impacts sur l'environnement marin et pour permettre une réhabilitation rapide de la forêt en fin d'exploitation. Pour ce faire, nous proposons de réaliser d'abord une véritable étude d'impact objective qui nous permettra de préciser l'ampleur et la nature des impacts de ces mines, tant sur les écosystèmes marins et terrestres que sur les hommes, et de nous appuyer sur des arguments inattaquables. Deuxièmement, on voudra donner... Qu'est-ce qu'il me reste comme temps ? 20 secondes ? Waouh, chaud. On voudrait donner une large visibilité à ce phénomène, à ce souci. Ensuite, on voudrait sensibiliser les communautés locales pour qu'elles-mêmes elles fassent pression sur les entreprises qui les emploient pour qu'elles améliorent leurs pratiques. Et quatrièmement, on voudrait répondre à la demande du ministère des Mines, peut-être que vous me poserez une question là-dessus, de former ces équipes et de renforcer les contrôles des sites miniers et de l'exploitation à la réhabilitation. Très vite, je termine donc en disant que notre besoin financier aujourd'hui s'élève à 49 000 € et que ça comprend une partie d'une mission scientifique, l'embauche de 4 personnes, beaucoup de frais de mission pour les différentes sensibilisations notamment, et la venue d'une équipe de tournage. Tout cela se déroulera entre l'automne... Ouais, allez, c'est bon. Je vous avoue que c'est pas joyeux de raconter toutes ces histoires. Et surtout de le faire en 8 minutes, ce qui est vraiment trop court. Ouais. Mais tu as encore quelques minutes pour répondre à des questions. Tout à fait, avec plaisir. Est-ce que quelqu'un en a ? Je suis sûr qu'il y en a plein. Bonjour, Marine Nilo. Combien vont coûter ces transformations au niveau des pratiques pour les entreprises ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être coûteux ? Et du coup, est-ce que la sensibilisation, l'encouragement, la formation va être suffisante ? Ou est-ce qu'il faudra passer aussi par une forme de régulation et de nudge peut-être plus intrusif que les éduquer ? C'est une bonne question. C'est pour ça que j'ai évoqué dans le 4e point que nous aimerions développer le fait qu'on va faire des formations au ministère des Mines. En fait, le ministère des Mines, il est censé se charger du contrôle de la réglementation, enfin du suivi de la réglementation par les compagnies. Et la réglementation, elle existe déjà. Il y a déjà des choses à faire. Le seul problème, c'est que les opérateurs du ministère des Mines ne savent pas ce qu'ils peuvent
imposer, ils ne savent pas ce qu'ils doivent vérifier, ils n'ont pas du tout ces éléments-là. Donc ils nous ont demandé, merci pour la question, parce que du coup ça me permet d'expliquer qu'ils nous ont demandé en mars dernier de venir nous-mêmes leur faire des formations, ce qui est quand même hallucinant, parce que nous on n'est pas non plus pour le moment encore les meilleurs spécialistes de ce phénomène, mais en gros ils n'ont pas aujourd'hui les compétences pour le faire, pour surveiller tout ça. Donc c'est un mélange entre de la sensibilisation des communautés locales pour qu'il y ait une pression interne, on va dire, et puis un peu de contrôle, enfin une amélioration des contrôles. Salut Évrard. Merci pour ce beau projet, mais on sait qu'en Indonésie, le gouvernement est hyper corrompu. Le pouvoir de ces sociétés minières est énorme, donc c'est bien de former les politiques, le ministère des Mines, mais comment faire pour influer vis-à-vis de ces sociétés minières? Alors là, les quatre pistes d'action qu'on présente ici, avec le budget qu'on présente ici, c'est les 4 premières, mais derrière on a toute une liste d'actions qu'on voudrait essayer de mener, notamment des actions juridiques, et des actions législatives, on va dire, pour modifier les lois, pour que ce soit pas la compagnie qui ait envie de changer, mais son client final qui lui impose de changer. C'est le fameux, comment elle s'appelle cette loi qui impose aux entreprises de vérifier ce que font leurs prestataires. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être augmenter, même certainement, parce que je pense qu'il n'y a aucun contrôle qui est fait de ce point de vue-là. Il y a peut-être des contrôles aujourd'hui sur l'huile de palme et sur tout un tas d'autres choses que vous connaissez mieux que moi, mais sur les mines de nickel, il n'y en a absolument pas. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait imposer. Maintenant, pour répondre, est-ce qu'on peut lutter contre de tels enjeux? Honnêtement, j'en sais rien. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a aujourd'hui une assise locale et un lien avec les autorités locales, avec les villageois et même avec les compagnies minières maintenant, puisqu'on a créé des liens avec certains directeurs de compagnies, en se disant, on peut peut-être, avec tout ça, réussir à créer un petit changement. Je ne sais pas. Ce que j'ai dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, on ne va pas arrêter l'extraction du nickel. Ça, c'est sûr que ce n'est pas possible. Par contre, je suis assez convaincu qu'on peut réussir à influer un peu. Et c'est toujours bien. Enfin, tu vois, chaque petite chose qu'on pourra faire, ça sauvera tant de biodiversité dans le coin que je pense que la question ne se pose pas. Voilà. Enfin, en tout cas, je pense qu'on peut faire bouger les lignes un petit peu. Ouais. On a encore le temps pour peut-être 1 ou 2 questions. Est-ce que tu peux juste remettre la dernière slide pour qu'on puisse voir le budget, s'il te plaît? Comment je... Ou en tout cas, non, pardon, pas le... Comment je fais? Le résumé, non, non, la dernière... Ça? Non, il n'y a peut-être pas. Non, qui donne un résumé. Oui, mais le budget, si tu... Ah, super. Dernière question, s'il vous plaît. Oui, alors, elle est en lien avec ce qui a été dit juste avant. Donc, moi, je suis Pascal du laboratoire Catalion. Quel serait, d'après toi, le meilleur moyen pour sensibiliser les acheteurs à mettre dans leur cahier des charges de cette sensibilisation et ce critère pour l'achat du nickel, sachant que ça s'est vu ailleurs, hein, pour le chocolat et la Côte d'Ivoire et le travail des enfants, avec des développements de scolarisation pour les enfants. Du coup, voilà, ça c'est le point essentiel. Les consommateurs, nous, entre autres, serions très sensibles, évidemment, à des batteries propres. Ouais, alors je pense qu'on a, tout à l'heure j'évoquais le fait qu'on fasse une campagne de sensibilisation et de communication ici. Il me semble qu'il est nécessaire, à l'instar de ce qu'on avait fait ce que le gouvernement a fait il y a longtemps sur les paquets de cigarettes. Il y avait écrit sur le paquet, où il y a toujours écrit aujourd'hui « fumer tue » ou « fumer peut provoquer », je ne sais trop quoi. En fait, ça serait pas mal qu'on fasse la même chose sur des voitures. Quand on va acheter une voiture, qu'on nous dise acheter cette voiture va dégommer je ne sais combien d'hectares de forêt. Pour moi, ça serait relativement clair et je pense que ça réduirait pas mal, enfin en tout cas ça pousserait notre questionnement sur l'acte d'achat et probablement que ça générerait une prise de conscience suffisante pour que le constructeur lui-même il se dise « Ah, il faut peut-être que je pense les choses autrement ». Donc il est certain que ça va venir en partie d'actions, en fait de tout un tas de choses, d'actions légales, d'actions juridiques, d'actions de sensibilisation locale et d'actions surtout de sensibilisation ici, pour que l'acheteur, effectivement, il change un peu sa manière de voir. Mais on n'a pas 36 solutions, c'est ça le problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on nous vend l'électrique comme la seule et unique solution. Et si on se permet de dire que ce n'est pas la bonne, on nous taxe de pro-carbone, etc. C'est quand même fou, quoi, qu'il n'y ait pas une troisième alternative qui est qu'on conduise moins.
et qu'on, tu vois. Merci Évrard, je suis désolé. Pardon. On est obligé d'en finir. Mais tu vas rester là et il sera derrière. Vous pouvez toujours venir lui poser plus de questions à l'heure du déjeuner ou peut-être après. Absolument. Merci Merci beaucoup. Évrard.